Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore dans le cadre de cet autre numéro. 90 minutes en face. Vous êtes sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Nous vous souhaitons une excellente bienvenue. Celui qui a 90 minutes en face ce soir, il est membre du bureau exécutif de l'Union des populations du Cameroun depuis 1996. Il est passé justement au sein de cet exécutif municipal à Makak entre 2007 et 2013. Il est officiellement, légalement reconnu par la justice camerounaise comme le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, depuis 2017. Notre invité de ce soir, celui qui a 90 minutes en face, est celui qui a soutenu la candidature de Paul Biya, l'actuel président de la République, en 2018. Celui qui a 90 minutes en face ce soir est celui qui a bel et bien pensé que dans le cadre de ces échéances électorales qui s'annoncent pour octobre 2025, il fallait se détacher de ce soutien pour cette fois-ci soutenir une candidature, celle du bâtonnier maître Akeremouna. Il est d'ailleurs le coordinateur de cette importante alliance, l'UPR. Il nous en dira davantage sur la question en 90 minutes. Mesdames, Messieurs, vous êtes très nombreux à nous regarder à travers notre télévision Horizon 3 et même à travers cette chaîne de radio. Vous nous écoutez à travers la 92.2 FM. En relais, notre page Facebook Bond également. Nous sommes très informés. Celui qui a 90 minutes en face ce soir, vous l'aurez très certainement deviné. Il est fondamentalement ingénieur agronome et il nous en dira davantage sur la question. Le docteur Pierre Balegal-Cotte est l'invité de ce soir dans le cadre de cet entretien très exclusif. Permettez-moi de l'accueillir, docteur Pierre Balegal-Cotte. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre présent à l'appel de cet autre devoir, le devoir d'informer les Camerounais ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je me sens à l'aise et avec émotion d'être parmi les jeunes professionnels que vous êtes. Ça me va droit au cœur parce que vous avez l'âge de mes enfants et je suis à l'aise avec vous. Et on vous dit infiniment merci, docteur Pierre Balegal-Cotte. Face à vous, Julio Arcel Diop, que j'accueille. Bonsoir, Julio. Bonsoir, Omar. Bienvenue à cet autre numéro de 90 minutes en face, cette fois-ci, face à un autre leader politique qui a marqué l'esprit. Il a d'ailleurs marqué, je veux dire, l'écosystème politique dans notre pays, des générations passées et même actuelles. Il continue justement d'œuvrer pour la renaissance d'un Cameroun assez particulier. Bertrand Bika, bonsoir une fois de plus. Bienvenue à cet autre numéro de 90 minutes en face. Bonsoir, bonsoir aussi, docteur Balegal-Cotte, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce dimanche très spécial. Et on souhaite qu'on passe encore ce dimanche en compagnie. C'est un très bon moment de pays. Merci encore une fois de plus Bertrand, Julio, docteur Balegal-Cotte. Le principe de l'émission, il est assez simple. Nous avons pensé compartimenter cette émission en 3 escaliers, notamment la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Nous allons vous dévoiler les thématiques qui vont encadrer au fur et à mesure les entretiens. Dans le cas de la première partie, vous serez bel et bien face à Bertrand Bika qui aura 30 minutes pour vous permettre d'étayer la lanterne de ces téléspectateurs qui sont très fidèles à ce programme, encore pour ce dimanche. Pour la troisième partie, vous aurez Julio Arcel Diop qui en 30 minutes également va vous permettre d'étayer également la lanterne de ces téléspectateurs, mais cette fois-ci sur un autre pan. Ça vous convient comme ça? Allez, merci beaucoup docteur Pierre Balegal-Cotte. Nous allons rapidement entrer de plein fouet dans ce qui nous rassemble ici ce soir. Je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes une figure très particulière, importante de la scène et de l'écosystème politique de notre pays. Mais l'urgence est simplement là. De qui est-ce qu'il s'agit concrètement? Qui est le docteur Pierre Balegal-Cotte? Vous êtes connu autrefois comme un homme sur le plan fondamental. Vous êtes inscrit dans l'écosystème politique de notre pays. Vous soutenez l'Union des populations du Cameroun depuis plusieurs décennies. Mais les Camerounais veulent savoir qui est-il, le docteur Pierre Balegal-Cotte? Alors, sur le plan professionnel, Tout à fait. Souvent c'est difficile pour moi de dire exactement ce que je suis. Le parcours est très riche, certainement. Parce que, oui, je suis ingénieur agronome, mais la formation, ma spécialisation m'a amené à l'Université de Londres et je me suis retrouvé dans une classe de master avec ceux qui faisaient l'écologie, santé publique et agriculture en même temps. Ce qui fait que longtemps après, j'ai écrit trois thèses dans l'environnement, en santé publique et en agriculture.
Et tous ces derniers temps, je suis Vous êtes beaucoup titulaire plus... de 3 doctorats. Oui, 3 doctorats. C'est important. Donc, tous ces derniers temps, je travaille beaucoup en agriculture dans le domaine de l'enseignement avec les IPES parce que j'ai longtemps enseigné dans les universités Yaoundé, Douala et beaucoup plus longtemps à Tian. Et maintenant dans les IPES parce que mon âge ne me permet plus d'aller tout le temps, de prendre la clé tout le temps. Donc, pour le moment, je m'occupe très spécialement de ce que on appelle les moutmout. Les moutmout. La simili. Oui. Et donc, c'est des insectes qui se multiplient dans les cours d'eau et qui créent énormément de problèmes, se multiplient dans les rapides. Et donc, vous voyez que lorsque vous faites des barrages, il y a donc la multiplication de ces insectes. Et c'est pour cela que vous avez dans la zone de Mbam, la zone de Nyongkele, la Sanara maritime, et beaucoup plus dans d'autres zones encore, et Abassi, j'en passe. Les gens qui ont l'épilepsie, qui ont l'onchocercose. Et donc, pour le moment, si je ne fais pas le traitement, vous aurez du mal à avoir l'électricité. Parce qu'autour des barrages, il y a 8000 piqûres par homme par jour. Par jour. 8000 piqûres par homme par jour. Je me débrouille avec Eneo et le ministère des Finances maintenant à sécuriser ces zones de production d'énergie. Et je le fais, je suis en train de le faire aussi pour les barrages qu'on est en train de créer. Parce que plus vous créez les barrages, plus vous faites la multiplication de cet insecte qui à la fois donne des maladies qu'on fait justement rapidement de dire que c'est de la sorcellerie et tout ça. Vous savez, les gens qui tombent d'épilepsie tout le temps, on ne sait pas que ça provient de la piqûre, des piqûres de ces mouches-là. Donc tout simplement, pour le moment. On peut quand même convoquer un bilan élogieux dans le cadre de ce travail que vous abattez au quotidien. Et bien la recherche, je suis là avec 20 ans avec Eneo. Ils achètent les produits, c'est des millions de francs, près de 400 millions de francs de produits par an. Et je fais ce travail appuyé, beaucoup plus appuyé par le ministère des Finances, le ministère Motazé, qui a commencé à faire cet appui quand il était déjà ministère du Plan, de l'aménagement, de l'économie de plan et l'aménagement du territoire. C'est des choses que nous faisons, les gens ne savent pas, mais si on lâche, vous aurez énormément de problèmes. C'est ça. Un parcours professionnel assez particulier, mais cela nous amène quand même aussi, docteur, à comprendre le pourquoi de votre inscription en politique. Qu'est-ce qui a d'ailleurs justifié le choix de l'UPC et non pas une autre formation politique? Qu'est-ce qui a attiré votre attention au sein de l'UPC? Clairement, vous y êtes jusqu'à nos jours. Bon, alors, ça sera une belle histoire. Parce que moi, je suis né dans un camp de concentration. Les gens l'appelaient ça un regroupement. C'est-à-dire, pendant la guerre de l'indépendance, on nous déplaçait de nos villages, on allait 20-30 km et on vous regroupait là. Et nous qui sommes nés là-bas, nous sommes nés là-bas. Et justement, vous ne sortez pas. Vous sortez à 6 heures, vous devez revenir à 4 heures du matin. Et donc on a grandi comme ça jusqu'à un certain moment. J'entends les gens disent ici, parce que quand on vient chez vous dans la télé, les gens qui n'ont pas vécu une situation, ils viennent bavarder, ils disent n'importe quoi. C'était pas comme ça. C'était très difficile, même après les indépendances. Les camps ont continué on est retourné au village, mais les camps ont continué. Et ceux qui étaient en brousse, qui voulaient rejoindre les villages, parce qu'il faut faire attention avec ça, comme vous êtes des journalistes, il faut que les gens sachent la vérité. Ce n'était pas difficile et facile de retourner. Même les maquis qui voulaient, les maquisards qui voulaient retourner. Parce que moi, le petit frère à mon père, lui, il était déjà au maquis de vers Boumiébé là-bas. Quand il revient, le peu de temps qu'il revient, parce que mon père, qui est son petit frère, et son grand frère, et le grand frère à mon père, on le fait boire l'eau de pluie, l'eau de ruissellement de pluie pendant 9 jours. Parce qu'il faut que leur petit frère revienne. C'était une punition? C'était une punition. Et ils ont eu un peu de chance parce que, comme ça s'est fait rare chez nous, ma grand-mère était de la Damawa. Et vous savez que c'est Aïdjo qui prend le pouvoir à ce moment-là. Comme elle est de la Damawa, elle s'en va prier, on lâche ses enfants. Mais quand mon oncle, donc le petit frère à mon père, revient,
chaque 3 mois, il était convoqué à ESK pour qu'on lui demande qu'est-ce que la bourse est comment. Donc, ce n'était pas facile pour les gens qui sont revenus. Qu'est-ce qui empêchait ce retour, docteur Pierre Valégan? C'est justement quand vous retournez, vous êtes harcelé à tout moment, chaque mois. Par exemple, nous, on est de macaque à macaque, et chaque 3 mois, on vous appelle à ESK pour dire qu'est-ce que vous faisiez en bourse et tout ça. Ils étaient harcelés, c'est pour ça que d'autres ne voulaient pas revenir. Ce n'est pas les gens qui disent que la guerre était terminée, pourquoi les gens faisaient ça. Ils n'ont pas vécu cette situation. Donc je disais donc que moi je suis né dans ce camp de concentration, on revient au village. Bon, je continue mes études. Quand j'ai le BPC, c'est dans les années 74, vous n'étiez pas né. C'est dans les années 74. Le petit frère à mon grand-père, qui est le premier infirmier chef de Sakbaïm, vous connaissez l'hôpital de Sakbaïm, c'est un hôpital protestant, il était un UPCiste. Pourquoi il est UPCiste? Parce que Oumiobe Ruben dormait chez lui. Lui étant un infirmier, il se rend compte que chaque fois que les stagiaires, depuis les Allemands et les stagiaires blancs, disons ça comme ça, là, viennent à Sakbaïmi, il est noir, et il les blâme au bloc opératoire. Ils sont noirs. Il blâme les stagiaires blancs. Au bloc opératoire. C'est eux pour dire que mais c'est jamais la même chose que nous. Parce que quand vous lisez la rencontre de Oumioba avec Soulier, ici à l'école départementale, il va dire que c'était pour lui la première fois qu'il s'asseyait avec un blanc. Mais lui, le petit frère de mon grand-père, lui, travaillait déjà avec les blancs. Et il a vite compris que nous sommes les mêmes choses. Vous savez que nous sommes de la même espèce. Quand vous n'êtes pas la même espèce, vous ne faites pas les enfants. C'est ça, il faut faire génétiquement, c'est ça. Quand vous n'êtes pas la même si vous faites des enfants, ils deviennent stériles. Tout à fait. Mais si vous êtes de la même espèce, quand vous faites les enfants, ça veut dire que vous avez la même espèce. C'est peut-être des traits de couleur et d'autres caractères qui sont résiduels qui vous séparent. Alors, quand j'ai le brevet, je pense qu'il est très content de moi et il me donne les premiers livres de l'Union des populations du Cameroun que Oum lui a laissé. Et à partir de la classe de seconde, donc, presque un militant de l'Union des populations du Cameroun. Mais il ne fallait pas parler de ça jusqu'à ce que je m'inscris à l'université. Et à l'autre époque, là, vous savez, ces pays-là, moi j'ai fait à l'époque, on a fait les maths physiques. Quand on dit maths physiques, on veut dire que MP, mal parti parce que vous ne voulez pas qu'on fasse les sciences. Quand vous faites PC, on vous dit que c'est pas calé, c'est physique, chimie, parce que vous ne voulez pas biologie, machin, on dit cimetière des bacheliers. Donc on était dans cette histoire-là en faculté des sciences. Et les gens qui étaient en Europe, ils nous envoyaient les documents qu'on lisait. Mais si on vous attrapait, c'était fini pour vous. Parce qu'il y avait la BBM et tout ça. Vous étiez soumis à quoi, par exemple? Mais c'était la dictature, vous ne pouvez pas prononcer le nom de Oum, vers les années 74. On ne pouvait pas vous voir avec un papier de l'UPC. Mais c'était terrible. C'est que c'est fini pour vous. Vous vous retrouvez à la BBM. C'est fini pour vous. Donc c'était strictement interdit. Bon, nous avons fait ça jusqu'à ce qu'en 91 maintenant, nous faisons la marche. Moi j'ai marché pour dire qu'il faut enlever BIA et tout dit. Déjà en 91, moi j'étais chef de service déjà. J'étais chef de service parce qu'il y a des gens qui entrent très tardivement dans cette opposition et bavardent. Et à notre époque, il n'y avait pas les droits de l'homme, il n'y avait rien. Il fallait être encouragé pour être un chef de service et aller en route, monter vers Etouté. Je me souviens le jour qu'on montait à Etouté, c'est le colonel Baleguel, qui est mon oncle, était au Carrefour Ouada. Il nous a prié quand on m'a demandé que si vous continuez, on tire. On a dévié pour aller vers le collège de la retraite. Et on est allé là où vous avez la région maintenant. Et on a fait notre meeting là-bas. Le jour-là, c'était le jour-là. Donc, j'entre donc en politique par conviction. Et quand vous lisez les écrits de Oumiobe, Soumaki, vous lisez Wadji Ernest, vous lisez
le président, que vous lisez le président, vous avez clairement une vue du Cameroun, qui est le nationalisme. Parce que ce qu'ils écrivent et ce qu'ils ont dit depuis, c'est que, bien sûr, vous avez des beaux costumes, mais il y a un moment où nous tous on va s'habiller comme je suis habillé. Parce que nous sommes des Africains. Il est très proche ce moment, vous croyez? Hein? Il est très proche ce moment. Très proche de ce moment. Nous sommes des Africains. Et nous devons... Regardez tout ce que vous avez là. Tout ça là, c'est fait par les Européens. Le nationalisme, c'est plus facile à comprendre. On dit que les choses comme ça, on peut déjà fabriquer ça nous-mêmes. Les tenues même, il faut que nous valorisons notre manière de porter les habits. C'est ça, c'est-à-dire vous ne pouvez pas importer tout. Vous êtes des éternels assistés et nous sommes dans une société de consommation. Et on faisait ça au noir en disant que nous n'avons pas le cerveau pour pouvoir fabriquer les choses nous-mêmes. Mais après ça, nous y sommes encore. C'est pour cela que ces blancs-là, que je les appelle comme ça, ne pouvaient pas supporter les partis politiques qui avaient cette ligne. Cette ligne d'indépendance scientifique, d'indépendance technologique. Et à la limite, ils ont dit que bon, on peut faire l'indépendance pour les autres choses, mais ce n'était pas ça. Donc quand j'entre là-bas, je m'accroche. Et je dis que voilà un parti qui a des racines solides. Voilà comment. Et puis, vous avez dit, j'ai conseiller municipal pendant 14 ans. Et puis, je suis rentré dans les lignes politiques sans trop bavarder. Mais je suis là depuis. Alors, cette politique, quand même, c'est un monde qui a évolué. Et aujourd'hui, certaines thèses convoquent ici une certaine scission au sein de l'Union des populations du Cameroun. Ce n'est pas un débat. Vous êtes légalement reconnu comme étant le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, depuis 2017 d'ailleurs. Mais la question ici a quand même tout son sens. Quelle est la vision que vous avez actuellement de cette formation politique dans laquelle vous êtes entré depuis des décennies? Quelle est la vision que vous avez actuellement de l'UPC dans sa scission actuelle? Écoutez, je voudrais pas diaboliser le parti, mais je sais que dès le départ, quand on crée l'UPC, l'administration coloniale crée d'autres partis politiques pour contrecarrer l'idéologie de l'UPC. Vous en savez, vous connaissez ce qui s'est passé. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Maintenant, quand on évolue, on arrive en 60 déjà. Il y a ceux qui disaient qu'on doit aller aux élections et qu'on doit... Il y a encore 2 ailes de l'UPC qui se créent. Bon. Dans l'histoire, plus récemment encore, vous savez qu'à un certain moment, on disait l'UPC de Haut-Berlin, l'UPC de Kodok, après Ndo Michel. Bon. Maintenant, ça, on peut convoquer le fait que quand on a envoyé Roland Pré ici, qui était un administrateur brutal, et on l'a choisi parce qu'on disait que ce cadeau qui était là n'était pas suffisamment violent. On a donc amené un administrateur brutal. Qu'est-ce que vous mettez dans brutal? Brutal sur le plan physique? Oui, ou alors les tueries, toutes les la tueries. Défense de l'idéologie? Non, pas la défense de l'idéologie. C'est lui qui a amené les tueries. C'est lui qui a amené la guerre. C'est important. C'est lui qui a amené la guerre. C'est Roland Pré. Et on l'a pris pour ça parce qu'on connaissait son caractère. Et on l'a amené au Cameroun justement pour provoquer la guerre. Et les gens sont allés en brousse pour se défendre. Maintenant, je voulais dire que en allant en bourse, il y avait on a le secrétaire général, sa femme m'a raconté ce qui s'est passé. Le secrétaire général Oumiové Ruben, il a appelé donc Moumié, le président Moumié, oui. Il a appelé Wandji et King Abel. Il leur a dit que bon, maintenant, telle que la situation est là, il faut que vous sortiez du pays. Mais moi, j'y reste. Mais je sais qu'on ne se réveillera plus. Bon, voilà l'histoire vraie de ce qui s'est passé. Vous savez, l'on dit que les autres sont passés par la zone anglophone, et ils sont partis, d'autres passés par le Ghana, d'autres par le Soudan, et d'autres partis par l'Égypte. Et ils arrivent en France, bon, les Toumaza déjà, j'étais avec sa fille tout à l'heure, là, je crois qu'on est parti la déposer tout à l'heure, la fille de Toumaza. Donc, son père, lui, va à Londres. Bon, maintenant,
quand ils reviennent, il y a une petite différence sur les idéologies. Ce qui fait que, à partir de là, il y avait ceux qui avaient une idéologie de coalition et d'autres qui avaient une idéologie de rupture. C'est-à-dire qu'il ne fallait rien faire avec les néocolons. Et d'autres qui disaient qu'on peut faire ensemble. En donnant comme argument, nous sommes l'union des populations du Cameroun. Comprenez? C'est ça qui a fait le débat idéologique depuis un certain moment. C'est ce qui a fait que, avec Korok et les autres, ils ne se sont pas entendus. Mais il y avait un problème d'idéologie. Mais, sauf que, quand le ministre actuel vient, il vient avec la brutalité. Et c'est ça qui gêne. Nous sommes dans un pays, un type de moral. Tu ne t'assois pas dans un bureau, tu dis que j'ai nommé quelqu'un à sa place. On ne fait pas ça. On respecte les gens avec leur âge, avec leur background intellectuel et ce qu'ils ont produit au Cameroun. Et dans le pays, moi j'ai travaillé aux Nations Unies. J'ai été directeur à la Sodecao, j'ai été directeur à la Chambre d'agriculture. Vous ne prenez pas un type comme moi, vous me balancez, vous commencez à écrire des choses dans votre bureau. Et quand vous, même si vous avez trouvé que les Andjé Tchungé et les autres étaient en train de faire les choses, parfois ils disaient vous allez tous aux élections, mais ils viennent donc avec une brutalité de telle manière que nous, on ne participe pas aux élections. Et moi je vais vous dire une chose. Dites-nous. Il y a une femme, il y a une folle qui est à Ezeka. Elle se déplace, elle vient à Makak. Folle là-bas, mais elle sarclait, elle balayait le marché. Quand elle arrive le jour du marché, la folle d'Ezeka, elle enlève sa robe. Elle est nue. Et l'autre folle qui était là lui dit que, oh, mon ami, tu nous as gâté la folie. Parce que il y a des choses, il ne faut pas exagérer. Donc, même dans la folie, il ne faut pas exagérer. Vous ne pouvez pas, dans un pays où les gens sont normaux, vous venez un parti où les gens, vous ne savez pas quel est mon background, vous venez, vous dites que vous nommez les gens dans l'Union des populations du Cameroun. Et c'est ça que vous appelez aujourd'hui, j'ai vraiment, excusez-moi d'avoir fait ce contour, c'est ça que vous appelez... Non, c'est important, docteur. C'est ça que vous appelez aujourd'hui qu'il y a les scissions. La scission, ce n'est pas ça, c'est une scission administrative. Parce qu'aujourd'hui, il faut que ce que vous avez créé, partez chez vous, vous dire que Biya, c'est son champion. Et vous avez introduit tout. Moi, j'ai soutenu Biya en 2018. Si vous voulez bien, quand vous me poserez la question, je vais vous dire pourquoi. Tout à fait. On en parlera. Je vais vous dire pourquoi. Alors, donc, cette scission dont vous parlez, elle est d'origine administrative, mais elle est même plus loin que ça. Parce que quand tu causes, j'ai causé avec un ancien ambassadeur de France au Cameroun. Il me dit, ah, c'est l'UPC qui a commencé à chasser les Européens de l'Afrique noire, vraiment, tout ça. Mais je lui ai dit que, mais, si c'est une rancune, pourquoi vous parlez avec les Allemands? Qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas fait? Je lui ai dit ça ici à l'ambassade. Et donc, ils ont laissé les consignes que ces partis nationalistes ne doivent pas évoluer. Ne croyez pas que c'est seulement les Occidentaux. Et à la suite de votre question, qu'est-ce qu'il répond, docteur Balegalkote? Mais je lui ai demandé que vous me dites qu'on est là, on est dans l'Union européenne, ben, il était coincé. Il était coincé. Je lui ai dit que, bon, on était là, tout ce qu'on demandait, c'est la liberté. Dès lors qu'on a ça, il n'y avait plus de raison. On commence à stigmatiser le monde des populations du Cameroun. Et ils ont laissé cette consigne, et c'est ça que nous avons hérité. Et donc, il faut être courageux aujourd'hui pour se définir dans une UPC, la vraie UPC. Il faut être courageux comme nous autres. Nous, on pouvait aussi aller suivre les choses. Là, on avait un background, dire que, bon, faites-nous, nous aussi, on vient chez vous, puisqu'on avait déjà un emballage politique nécessaire pour aller les suivre. Mais on a dit que nous restons là.
Mais on va parler de tout ça tout à l'heure. C'est dommage. Tout à fait, docteur. Que dans un pays, on ne respecte pas la justice. Alors, s'il faut convoquer ici cet adage, quelqu'un l'a si bien dit, si vous voulez avoir la maîtrise de l'art d'être hors sujet, il faut venir vous installer au Cameroun. Pour ne pas le citer ici, le docteur Charles Ateba est né de regretter mémoire. Ouais. Ce qui m'amène quand même à vous demander quelle est la vision que vous avez du Cameroun actuellement en tant qu'acteur politique. J'ai 3 choses. La première chose pour le Cameroun, c'est qu'il faut utiliser intensément les valeurs. Oui, première chose. Ces valeurs sont de manière intellectuelle, mais aussi il y a des gens qui naissent avec des connaissances, avec des talents. Il y a des gens qui ont des talents naturels. Moi, j'ai mon neveu. Il n'a pas fait plus que le cours 22. Mais c'est lui qui fait les pressoirs à huile dans tout l'Union et Télé. C'est un gars, il observe les choses et vous fabrique ça. Il y a des enfants, vous ne lui montrez, vous n'allez pas lui montrer comment on conduit la voiture. Il vous regarde comme ça, là, il vous déplace votre voiture. Tout à fait. Ils sont nés comme ça. Et la vision, c'est maintenant, c'est d'observer, c'est d'utiliser ces talents-là. Les orienter. Les orienter. Ceux qui ont fait l'école. Parce que ici, là, il faut trouver, quand vous commencez à aller avec la médiocrité, vous allez aller où? Donc c'est ça le premier point, c'est-à-dire les ressources humaines. Parce que c'est le cerveau qui fait le développement. Vous pouvez avoir les mines et tout ce que vous avez. Vous pouvez avoir un terrain dehors, le Cameroun est riche et tout, et tout, et tout. C'est les pays riches qui sont les plus développés. N'est-ce pas? On me dit que c'est la Norvège qui est le pays le plus développé en termes de, comment on appelle ça, gross product. C'est la Norvège. Mais ce n'est pas un pays qui a les ressources naturelles. Quand vous allez en Angleterre, ils n'ont pas beaucoup de ressources, mais ce sont des pays développés. Donc c'est le cerveau. Donc il faut savoir utiliser les gens. La première chose. La deuxième chose, il faut un projet de société qui va vers la décentralisation. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez 7 000 milliards de francs. Vous avez 340 ou 360 communes. On vous dit, et j'ai dit et j'ai écrit, que donner à chaque commune 3 milliards de francs, ça vous fait moins de 1000, ça vous fait à peu près moins de 1000 milliards de francs. Même si vous donnez 2 milliards, ça vous fait moins de 1000 milliards de francs. Vous restez gérer les 6 000 milliards de francs. Mais dites-vous bien, dans la commune dans votre village, si on donne 3 milliards pendant 5 ans, vous verrez là où il y aura le développement. Donc la vision du Cameroun, c'est qu'il faut décentraliser ça. Il ne faut pas faire que tout se passe ici à Yaoundé. Vous regardez, quand on dit que c'est la présidence qu'on nomme les chefs de département dans les universités, ça se fait où? Vous, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc le problème, c'est d'abord l'utilisation des ressources naturelles. De deux, il faut décentraliser le pays. Et de trois, économiquement, il faut que ces ressources naturelles servent à diminuer les importations. D'accord. On vous a compris, Dr Pierre Balaguel-Cotte. Merci, on va certainement sortir de cette première partie, mais avant, nous avons rencontré le Camerounais lambda, l'homme de la rue, et nous lui avons questionné sur ce qu'il pense du docteur Pierre Balaguel-Cotte, et qui est-il, et qu'est-ce qu'il propose également pour que le Cameroun puisse connaître une certaine stabilité sociale comme vous le souhaitez, à travers ces trois valeurs évoquées tout à l'heure. Donc, on va prendre cet élément et puis on se retrouve derrière pour y coller un commentaire. Vous savez que l'UPC a beaucoup de franges. C'est un parti qui a été très manipulé. Ils sont entrés dans la politique politicienne et le pouvoir en place en a profité pour segmenter le parti. Donc c'est difficile aujourd'hui de savoir quel est même l'UPC qui est UPC en fait. Et aujourd'hui là même aussi, je ne peux pas faire la différence
entre l'UPC, qui était un mouvement nationaliste, et les partis politiques. Parce qu'en réalité, les partis politiques sont féodés à la démocratie. Et la démocratie est en fait une prison avec des portes ouvertes. On croit que les gens ont la liberté, mais en fait, ils n'en ont pas. Donc, si on pouvait, si cela était possible, de recréer le mouvement nationaliste qui était l'UPC, ce serait une aubaine pour le Cameroun, parce qu'on voit à peu près ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Parce que là, vraiment, ça ne marche pas. Oui, c'était monsieur, c'est le secrétaire général de l'UPC. Je pense que il devrait être un peu plus sérieux dans ses actes. Il devait être un peu plus catégorique. Parce que je pense qu'il y a un peu trop d'insérieux dans ce parti. Et vu le niveau de bipolarité qui réside, je ne sais pas s'il fait foi de confiance. De nos jours, le Cameroun a besoin d'un homme de confiance, d'un homme pragmatique. Je ne pense pas qu'il soit vraiment le Moïse tant attendu. Pour moi, il a encore beaucoup à faire. Monsieur Balenga est un UPCiste qui appartient à une des tendances de l'UPC. Vous savez, ce grand parti politique qui a réussi à fédérer tous les Camerounais et à apporter une véritable idéologie de gouvernance et qui devrait normalement apporter la solution à tous les problèmes auxquels le Cameroun est en train de subir actuellement. Donc aujourd'hui, M. Balenga appartient donc à une partie de cet UPC-là qui, malheureusement, dans ses prises de position politiques, vraiment laisse vraiment à désirer. Ça nous désole beaucoup pour nous autres qui nous sommes lancés à la politique parce que nous avons suivi l'exemple de nos pères indépendantistes. Nous avons, n'est-ce pas, puisé dans l'idéologie politique de l'UPC et nous croyons vraiment que c'est ce projet que l'UPC de Oumniobé, de Abel Inga, le UPC de Ernest Ouandje et autres, n'est-ce pas, porté, qui est réellement la véritable solution de ce pays. Et aujourd'hui, quand nous voyons vraiment une faction comme se créer là, avec à sa tête Balenga Nkot, vraiment, ça nous désole beaucoup. Et nous espérons vraiment que dans les jours à venir, il va s'asseoir et avec ses frères UPCistes, ils vont refédérer, n'est-ce pas, l'UPC et apporter une véritable UPC qui va réellement mener le véritable combat, poursuivre le véritable combat indépendantiste que nos pères avaient et faire asseoir sur toute cette grande idéologie politique qui permettait, n'est-ce pas, de solutionner tous les problèmes de ce pays, le Cameroun. Le secrétaire général de l'UPC, l'Union démocratique du Cameroun. De manière simple, je pense que c'est un monsieur qui peut faire beaucoup de bonnes choses, peut-être aussi pour le parti, pour l'UPC. Mais malheureusement, l'UPC, le contexte actuel de l'UPC, c'est un parti qui est un peu plus ou moins divisé. Donc, ce n'est pas un parti qui peut amener les Camerounais à avoir un peu un avenir meilleur parce qu'ils sont d'abord divisés. Et comme ils sont divisés, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas facilement gagner des élections présidentielles dans notre pays. Mais dans l'ensemble, nous connaissons que l'UPC, c'est un très grand parti qui a fait beaucoup pour notre pays, qui nous a permis d'avoir l'indépendance, mais ça reste seulement un parti historique. Oui, je connais le docteur Balenga Nkot très bien. C'est lui qui est le coordonnateur de la coalition Akeremouna, UPR, Union pour la Reconstruction. J'ai eu la chance de travailler à côté de M. Balenga par rapport à la coalition. C'est quelqu'un qui est très posé, c'est quelqu'un c'est un gentleman. Et vraiment, nous voulons les gens comme ça. Il a les qualités administratives et c'est un leader charismatique. Nous connaissons le parti qu'il est secrétaire général, qui dirige. C'est un parti avec beaucoup de petits problèmes, mais c'est quelqu'un qui arrive à fédérer tout le monde. C'est cette qualité-là que j'ai pris à côté de lui. Donc, vraiment, nous voulons les Camerounais comme ça, qui connaissent bien l'histoire du Cameroun et qui veulent le véritable changement. Que Dieu le garde et pour que nous bâtissons et reconstruisons les fondations de ce pays. Merci beaucoup.
exprimé sur votre personne, ce qu'il pense également de l'Union des populations du Cameroun. Vous voulez y coller en commentaire certainement. Bon, ça peut être vrai. On a toujours tendance de comparer l'UPC d'aujourd'hui à ce qui s'est passé d'hier. Bon. Je crois que d'abord, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même administration. À l'époque, c'est les colons qui avaient le pays en main. Aujourd'hui, ce sont nos frères. Bon, on peut faire les erreurs en croyant qu'on croyait qu'on est indépendant, qu'on peut s'asseoir avec nos frères et faire des choses. Malheureusement, on se rend compte que l'esprit de colonialisme a été passé, on leur a passé l'esprit de colonialisme et peut-être qu'il faut faire la rupture. Bon, maintenant, pour dire que l'UPC est divisé, exactement, c'est ce que l'État camerounais, le régime en place veut que les gens retiennent, que c'est un parti divisé. Il faut le mettre dans les archives. Mais nous, on sera toujours là jusqu'à notre dernier souffle pour que ce parti ne disparaisse pas. Mais je crois que cette fois-ci, lorsqu'on aura changé ce régime, l'UPC va retrouver ses formes. Parce que c'est le seul régime qui est capable de dire que les décisions de la Cour suprême ne sont rien. Je ne crois pas qu'il y aura un autre régime au Cameroun qui sera capable de dire que quand la Cour suprême dit quelque chose, ce n'est rien. Parce que en réalité, la vie c'est quoi? Même dans vos pays, vos enfants, quand ils ont un problème, viennent vers le père, qu'il m'a pris mon jouet. Vous devez juger, vous dites à qui appartient le jouet là. Mais si la justice n'est rien, il n'y a même pas de démocratie. Parce que la démocratie repose sur les hommes, sur la justice et sur les intérêts communs. S'il n'y a pas les hommes, il n'y a pas la démocratie. Des mots, ça provient de ça. S'il n'y a pas la justice, il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas une communauté d'intérêts, que chacun cherche les intérêts personnels, il n'y a pas de démocratie. Donc, les gens, ils ont raison de dire ça. Qu'est-ce que je peux dire? Parce qu'à un certain moment, quand il y a les divisions, les gens parlent de divisions depuis très longtemps. Mais quand la Cour suprême, d'abord c'est le tribunal qui dit que non, c'est celui-là. Et après, le ministre part à la Cour suprême. Ce n'est pas moi qui suis parti à la Cour suprême, parce que peut-être que vous ne connaissez pas ça. C'est le ministre qui est parti à la Cour suprême que ce que le tribunal administratif a dit, c'était faux. La Cour suprême a été encore plus dure contre lui. Mais, vous vous rendez compte, vous êtes dans votre bureau, on vous appelle, on vous dit qu'il y a le défilé, vous partez au défilé de 20 mai, ou bien à la réception au palais de congrès. Vous êtes assis comme ça, vous voyez quelqu'un qui a un même billet que vous, LGUPC. C'est ce régime qui est assis. 2 billets pour un même poste. C'est pas la sorcellerie. On en parlera, docteur Pierre Balaguel-Côte. Et vous parliez d'enjeux tout à l'heure. Nous allons essayer dans cette deuxième partie de comprendre effectivement les enjeux face à ce qui se passe au sein de l'Union des populations du Cameroun. Vous l'évoquiez également tout à l'heure, ainsi que les Camerounais rencontrés cet après-midi. L'objectif ici est d'analyser les divergences au sein de l'Union des populations du Cameroun. Quelles sont les raisons de cette scission et quelles peuvent être justement les implications pour le parti dans ces jours à venir. Et je vous le disais, je vous laisse en compagnie de Bertrand Bika pendant 30 minutes pour essayer, n'est-ce pas, d'éteindre la lanterne de cet indicateur face à cette problématique. Bertrand, bonsoir une fois de plus. Bonsoir Romaric, rebonsoir docteur Balaguel-Côte. Bonsoir Bertrand. J'avoue qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. En première partie de cette émission, on est véritablement face à une véritable encyclopédie, un véritable historien de l'histoire présente, un connaisseur de l'UPC, ce parti qui n'a plus aucun secret pour vous. D'ailleurs, vous êtes un UPCiste de conviction, vous l'avez démontré ici à suffisance avec votre passif, cette conviction qui vous porte. À la tête de l'UPC, du mot secrétariat général de l'UPC en 2017, vous avez rappelé à juste titre qu'en 2020, malheureusement, l'État du Cameroun est venu mettre, on va dire comme ça, son nez dans les affaires de l'UPC et a nommé, on va dire, M. Bapolipon, secrétaire général d'une autre faction, disons, de l'UPC. Ils ont interjeté appel jusqu'à Cour suprême, ils ont été déboutés. Il n'en demeure pas moins que vous êtes resté avec une autre faction de l'UPC, avec laquelle vous avez aussi eu une certaine session. Et c'est à ce moment qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé.
s'il y avait session Bapolipo et vous, on aurait compris que ça va encore, mais il y a déjà Bapolipo et vous encore, vous êtes encore divisé en deux autres fragments. C'est ça qui a un tout petit peu surpris les Camerounais. Ils aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé en interne. Votre session, celle qui a gagné Bapolipo au tribunal, pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est quoi? Alors là, il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est les individus. Et le deuxième niveau, ça sera l'organisation de notre administration. Bon, je commence par le deuxième niveau parce que lorsqu'on vous fragilise, vous n'avez plus l'autorité nécessaire. Et les gens qui sont avec vous, ils jouent sur ça. Vous comprenez? Depuis qu'on a nommé Bapo et qu'on n'a pas voulu appliquer les décisions de la Cour suprême, les gens qui étaient avec moi, ils ont compris qu'à tout moment, ils peuvent créer des désordres. Parce que si nous avions une administration rigide, un pays normal, les gens sachant que si quelqu'un, parce que quand quelqu'un part dire que je vais à un congrès, je pars donner au ministre, et il cause d'abord avec le ministre, avant d'aller faire le congrès, un pseudo-congrès. Il va dans sa chambre, il y a des congrès qui se sont passés ici au ministère, hein. Je n'entre pas dans les choses autrui, mais vous savez ça. Bon, alors il va dans sa chambre, il fait un congrès. Il y a des partis politiques, moi je connais un ami qui a le congrès, c'est le ministre, Quand ils font ça, ils voient le même type. Parce que, dites-vous bien que c'est toujours la même chaîne. Vous n'allez pas accepter ça, peut-être. Mais c'est ce qui se passe. C'est eux qui jouent toujours là. Après avoir passé, lorsque la justice vous a débouté, votre seul recours maintenant, c'est que, bon, comme ils croient qu'il nous a dépassé en justice, on va l'ennuyer. Ils mettent la main maintenant sur la vraie faction de l'UPC. C'est ça. Parce que quand les gens, ils vous disent, oh, et comme ils bavardent beaucoup, on était chez le ministre, il nous a dit de faire un congrès, il va nous donner la prise d'acte. Ils font ça comme ça. Quand les gens se retrouvent dans une chambre à l'ouest, après, ils viennent avec un bureau, déposent ça au ministère. Donc je ne voudrais pas beaucoup vous expliquer, mais sachez seulement que le fait qu'on a commencé à fragiliser le bureau qui était là, et la personne qu'on a votée, parce qu'on m'a voté seul, le fait qu'on a fragilisé, ça, et ils ont mis la main donc pour commencer à faire ce tour. Vous relancez rapidement, vous êtes quand même au courant que l'autre faction de l'UPC aujourd'hui, qui a fait session à vous, a porté Professeur Baïbek comme candidat à l'élection présidentielle. Vous nous dites donc que cette façon de l'UPC est aussi en complicité incestueuse avec les pouvoirs publics. C'est ça que vous nous dites? C'est ce que je viens de vous expliquer. Laissez-moi aller. Donc Baïbek est le candidat Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vais vous dire. Parce que il y a quelqu'un qui a dit là qu'il n'est pas sérieux. Mais c'est faux. Moi, je suis un homme sérieux. Je suis un ancien d'église, ici à Anne. Moi, je ne fais pas dans le jonglage. Parce que les gens croient effectivement que la politique, c'est savoir jongler. Et ça les rattrape toujours. Et on va voir les résultats. Il y a 3 types de personnes. Je vous ai dit, il y a 2 niveaux. Il y a 3 types de militants. Il y a les militants qui sont là, depuis comme nous. C'est-à-dire qui ont rattrapé l'ancienne génération et qui sont venus là par conviction. Il y a d'autres militants qui s'inscrivent à l'UPC parce que l'UPC a les ministres. Vous comprenez ça? Parce que l'UPC a eu les ministres, ils travaillent autour des ministres, ils ont peut-être les appuis des ministres, ils entrent à l'Union des populations de Cameroun. Je vous ai dit quand moi je suis entré. Il y a une autre tranche que les gens évoluent, ils sont presque vers la fin des carrières, ils savent que je suis dans la zone Massa, ou bien je suis dans la zone de l'Ouest. Je peux facilement être député ou conseiller municipal ou maire
j'entre à l'UPC puisque ma carrière tire vers la fin. Voilà les 3 catégories. Et c'est très difficile. La dernière catégorie, elle vient vous enseigner. Vous croyez que même tous les gens qui sont même là dans notre environnement politique, ils vont venir m'enseigner la politique. Les gens qui sont entrés ici il y a 12 ans, 15 ans, c'est eux qui viennent m'enseigner des choses. Moi, quand avec les Coroglen Thomas, j'ai fait l'Europe, tout ça, j'étais avec eux. Donc, c'est cette dernière catégorie qui ennuie. C'est-à-dire, il veut trouver un espace pour se faire voir. Et l'espace, comme l'UPC a un label, un très bon label, ils viennent là et créent le désordre. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir quelque part, vous commencez à dire que je suis candidat. Bon, dites-moi, vous êtes les journalistes, dites-moi, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? J'ai même lu quelque part que moi, j'étais dans la désignation de candidat, que j'étais deuxième. Je ne sais pas d'où ça vient, toutes ces choses-là. Bon, c'est un petit frère, il vient chez moi, il devait venir me dire que Pierre, parce que c'est comme ça, mais je voudrais être candidat. Bon, on devait voir, on va passer. Pour moi, on va parler de ça tout à l'heure. Il a dit, il faut voir quel est l'objectif qu'on cherche. Donc, c'est des... Bon, maintenant, Yamtimba, un jour je l'ai vu à la télé. Je l'ai appelé, il parlait très bien à la télé. Moi, je l'ai appelé. J'ai appelé la femme de son je l'ai appelé. On a causé 2 ou 3 fois. Après, il me dit qu'il va venir à Yaoundé, on va se rencontrer. Ça fait 6 mois comme ça. Là. Après, bon, moi aussi, mon emploi, on ne s'est jamais rencontré. Et vous dites, quand vous-même, vous voyez ce qui se passe là. Maintenant, ils se retrouvent, les deux, dans une réunion, entre ce que vous dites que c'est ça que vous appelez fraction. Entre eux là-bas, ils disent que non, ce n'est plus Bahibik, c'est Yam. Et ils envoient quelqu'un me voir que vraiment, c'est toi le secrétaire général, il faut régler ces problèmes-là. Je n'entre pas dans les choses comme ça. Voilà, ce n'est pas compliqué, ce sont des enfantillages. Donc, après la réunion, là, ils ont porté d'audience à votre niveau. Mais quelqu'un est venu me dire qu'on était... C'est même médecin. Il est venu me dire qu'on était à la réunion, il y a eu des problèmes. Parce que quand ils vont à la réunion, ils répondent, quand tu es choisi candidat, si tu dis que tu es choisi candidat, je vous dis d'abord qu'on dit qu'on a fait un choix de candidat, moi j'étais deuxième. Moi je ne sais pas où et quand et comment. Vous n'étiez pas prévenu, averti? Averti que c'est qui peut convaincre, c'est que ce n'est pas moi. On me dit qu'on s'est retrouvé à Badankop, on s'est retrouvé à Badankop, on a fait une liste de candidats et que je suis deuxième. Et que le professeur va être premier. Ok, d'accord. Cette faction quand même estime que malgré le fait, nonobstant le fait qu'en 2020... Non, attendez, mais quelle est la façon dont vous parlez? Parce que celle qui était avec vous, celle qui était avec vous, je ne parle plus, j'aliène celle de Bapor, je suis dans celle qui est au conseil. Il n'a même pas de faction, il a peut-être 1%. Il conseille que comprendre, du moins... Non, il n'a pas de voilà. Celle qui était avec vous, Jadi, estime tout de même que, nonobstant le fait que vous ayez eu ce problème en 2020 avec, disons, la faction de Bapor comme vous ne connaissez pas aujourd'hui, il s'est posé une question de mandat. Votre mandat est arrivé à échéance et vous avez refusé de le remettre en question. Vous avez voulu caporaliser le parti et le poste. C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble. On voudrait savoir. Non, mais ça veut dire que là, vous ne suivez pas l'actualité. Vous n'avez pas suivi. Effectivement, quand on attend d'entrer dans les problèmes de l'UPC, il fait semblant, il dit qu'il nous a suspendus. Il m'a suspendu. Ça veut dire que partout, on ne va pas. Bon, nous on continue à fonctionner. Sauf que, et retenez ça, quand on va aux élections en 2020, ils font tout pour qu'on ne juge pas parce qu'on était déjà au tribunal. On fait tout pour qu'on ne juge pas l'affaire au tribunal. Et on nous dit, eux-mêmes là-bas qui jugeaient l'affaire là-bas au tribunal, ils nous disent qu'on va juger cette affaire après les élections. Parce que si on jugeait ça avant les élections, on allait aux élections normalement. Donc c'est après les élections qu'on dit que j'ai quelque chose, mais c'est déjà passé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit,
je leur dis que bon, comme les 18 mois là, on ne peut pas travailler, restons tranquilles, faisons encore 18 mois. On convoque un comité directeur élargi et on prolonge 18 mois avant les 3 ans à échéance. Ils me disent non. Il faut absolument aller dans un congrès. Est-ce que le mandat était à échu? Est-ce que les 3 ans? Oui, on était déjà vers la fin du mandat. Mais pas encore à la fin. Pas encore à la fin. Mais on discute. On dit que bon, soit on met les 18 mois qui nous séparent entre mon élection et la suspension de Tanganyika. Donc on profite, on met ça parce qu'on n'a pas pu travailler. Parce que parfois, partout où on faisait les meetings, on nous chassait et tout. Donc, les gens étaient d'accord. Sauf que la partie, les gens que vous dites là, parce qu'eux, ils sont aussi en ville. Tous ceux qui font le bleu, ils sont en ville. Et je prends ça sur moi. De vous accompagner dans les investigations, vous allez au village pour voir qui est le chef de l'UPC là-bas. Moi, je prends ça sur moi. Vous allez venir dire ça à la télé vous-même. Alors, ils me disent, on va dans un congrès. Je refuse, ils me disent, allons dans un congrès. J'accepte. On commence à préparer le congrès. À deux semaines du congrès, ils disent qu'il n'y a plus de congrès. Cette faction-là, voilà comment ils se débattent. Ils disent qu'il n'y a plus de congrès. Pourquoi? Parce que ils vont toutes les investigations qui montrent que s'ils vont au congrès, c'est moi qui serait encore plébiscité. On est parti en congrès en 2021. Vous comprenez? On est parti dans un congrès en 2020. Ils ont refusé. Et ils m'ont amené, quand les résultats du congrès, le congrès m'a réélu, et ça, ils ont dit pour 5 ans. Et là, on avait toutes les autorisations administratives, toutes les déclarations, tous les papiers administratifs. Sauf que, ils m'amènent en justice pour dire que c'était un faux congrès. Au départ, dans la forme, la justice suspend le congrès de 2021. Quand ils vont au fond, la justice les déboute encore et ils acceptent le 2021. Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 congrès. Voilà la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a donc cette scission aussi entre votre parti, mais quels peuvent être les enjeux selon vous aujourd'hui pour l'UPC que vous continuez à représenter jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les enjeux véritables? Vous avez suivi les Vox Pop, tout le monde estime que l'UPC n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Est-ce que c'est la perception que vous avez aussi vous-même de ce parti qui jadis était un très grand, ou reste même un très grand parti politique? Je voudrais être honnête avec vous. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire actuellement au Cameroun un parti politique qui se porte bien? Oui, un parti politique. Un seul. C'est nous qui posons la question. Donc, oui, non, je vous dis. C'est justement quelle perception vous avez du parti politique? Moi, je n'ai pas cette perception. J'ai la perception que l'environnement politique ne crée pas le système pour qu'on évolue dans la démocratie. Et du coup, il n'y a pas de multipartisme réel. Et du coup, il n'y a pas de parti politique en tant que tel. Vous ne pouvez pas me dire que le RDPC est un parti politique. Parce que c'est les fonctionnaires qui sont là-dedans, et tout. Et tout ce qu'ils utilisent, c'est les moyens de l'État. Ce n'est pas un parti politique. Un parti politique n'utilise pas les moyens de l'État. Dès que vous utilisez les moyens de l'État, vous n'êtes plus un parti politique. Vous êtes autre chose qu'un parti politique. Vous comprenez? C'est ça le problème tout à l'heure. C'est ça, c'est le même environnement qu'on crée même à l'audiovisuel, où on prend les cotisations des Camerounais, on donne à un seul média que les gens ne regardent même pas. C'est la même chose. Donc, c'est ça c'est seulement dans les partis politiques. C'est la même chose qu'on fait à la FECAFOOT, qu'il y a deux directions à la FECAFOOT. C'est encore l'UPC là-bas. Comment vous pouvez avoir une équipe nationale avec 2 directions? Et ils vont jouer, ils connaissent l'enjeu là, ils vont jouer là, il y a 2 directions. Ils arrivent comme ça là, dans les pays étrangers avec 2 directions. C'est encore l'UPC là-bas. Donc, il n'y a pas un environnement pour que les gens fassent la politique normalement. C'est pour cela que dans votre réunion, je vais vous répondre pourquoi on veut le changement. C'est pour cela qu'on veut le changement, pour qu'on ait un environnement démocratique, politique. La démocratie, c'est quoi? Il faut d'abord
un pluralisme idéologique. Vous pouvez dire que je tire les gens en haut, moi je dis que je les porte. Chacun a son idéologie. Quand il y a le pluralisme idéologique, on fabrique alors les partis politiques. Et chaque parti porte une idéologie. Et maintenant, dès qu'on veut choisir les dirigeants, on fait les élections. Et les élections là sont propres. Et c'est les électeurs qui décident que c'est ce système-là que nous voulons. Mais maintenant, quand on vous a choisi, vous ne bloquez pas, vous permettez l'alternance. Et dès que vous commencez à bloquer, vous n'êtes plus dans la démocratie et vous n'êtes plus dans la politique en fait. On retourne dans la dictature. Et donc quand vous me dites que les personnes, les gens ne peuvent que percevoir ça. Et maintenant, on va, ici on va avec les SDF. Ils sont partis avec combien de députés? Ils en ont combien maintenant? Nous on avait aussi 18, on a combien maintenant? Maintenant, quand un pays à 100% de sénateurs dans un seul parti politique, vous croyez que c'est un environnement, même vos enfants peuvent vous voter comme ça? Si vous faites même les élections avec vos enfants, là, vous allez trouver qu'un va même dire que papa, je ne te vote pas, pour rien même. Pour rien même, il ne vous vote pas. À partir du moment où vous croyez un système qui a les 160 députés, vous me posez la question que le parti n'est que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce qui n'est pas l'ombre de lui-même? C'est pour les Camerounais seulement. On dit que quand les éléphants se battent en bourse, c'est les arbustes qui souffrent. On a l'impression que c'est un combat du top management, des top management des divers UPC. Non. Et la place des militants aujourd'hui. Non, il n'y a pas de top management là. Je vous ai dit. C'est vous qui voulez analyser comme ça. Moi, je ne suis pas dans votre analyse là. Je vous ai dit qu'il y a l'usurpation administrative. C'est-à-dire qu'il y a une usurpation encouragée par l'administration. Oui. Vous ne pouvez pas appeler ça management. Et je vous ai promis qu'après cette émission, vous allez faire le journalisme d'investigation. Et on revient parler. On va quand même dire que malgré ça, l'impression que les populations ont, c'est qu'il y aurait aujourd'hui 3 UPC qui engageraient quand même un minimum de sympathisants ou de militants de UPC qui au fond... Attends, les 3 UPC là, il y a quoi? C'est l'administrative, ouais. La vôtre, et celle qui a porté Baïbek. Non, Baïbek n'est pas seul. Vous êtes en train... Bon, Baïbek et Timba, voilà. Voilà. Il a porté Baïbek et Timba. Là-bas, ils sont à 2 bon, là-bas. Voilà. Non, et que ces militants souhaiteraient, in fine, que tout le monde se regroupe quand même pour fumer au calme de la paix. C'est ça que les militants veulent lui dire. La perception de ces militants, est-ce que ça ne vous parle pas pour que demain l'UPC redevienne... Donc, vous me dites que c'est ce que les militants veulent. Je vous accorde ça. Mais je peux aussi vous dire que tous les militants sont fatigués avec le mot unité là. Beaucoup de militants sont fatigués avec ça. Parce qu'à un certain moment dans la vie, il faut s'engager et aller de l'avant. Quand quelqu'un dit que, et on va arriver là tout à l'heure, moi je soutiens Paul Biya, vous vous dites que je ne suis pas là. Vous allez faire l'unité comment? Et si vous me dites que c'est les militants que vous dites ça, et qui vous disent ça, je vais vous dire que non. Parce que quand vous avez pris une option, qui n'est pas une option d'un comité directeur, d'un congrès, d'un bureau politique, et vous avez votre option, et tout le monde, vous savez pourquoi ils veulent soutenir la candidature de Paul Biya, vous Bertrand, vous savez pourquoi. Et vous me dites que les militants ils vont quitter là-bas, dans leur chemin là, pour venir rejoindre ceux qui disent qu'il faut le changement. Comment vous allez faire cette unité? Quand on fait une unité, il faut quand même avoir un objectif commun et une idéologie commune, même si on n'a pas la même méthodologie. Je crois que vraiment on se comprend. Voilà, ils disent aussi, du moins les ordres d'en face, ils estiment qu'il est temps que l'UPC ait à nouveau son propre candidat. Que vous avez soutenu Paul Biya en 2018, aujourd'hui vous soutenez Akeré Mouna, ils ne se reconnaissent pas en ça. Il est temps que vous reveniez dans l'intimité de votre parti politique et que vous fassiez émerger un leader charismatique qui pourra porter les idéaux de l'UPC. Ils estiment donc que vous êtes en déphasage total aujourd'hui avec la vision de l'UPC actuelle, qu'il faille dorénavant que vous jetez l'éponge.
Est-ce que cette idée ne vous a jamais traversé l'esprit? Est-ce qu'ils ont complètement tort de penser comme ça? Est-ce qu'ils ont complètement tort de dire qu'aujourd'hui l'UPC doit pouvoir se réaffirmer par sa propre personne, sa propre identité, surtout sa propre identité? Bon, Bertrand, je crois qu'on entre dans quelque chose de très sérieux. On a parlé de l'histoire, on va maintenant parler de l'avenir de notre pays. Je crois que c'est pour cela, d'ailleurs, que vous m'avez appelé ici. Alors, vous avez dit, je voudrais m'expliquer sans trop me deviner. Bon, vous avez dit que j'ai supporté Paul Biya en 2018. Bon, maintenant, il y a le moment où on doit dire la vérité. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invité à la présidence et tout était emballé de manière que c'est Paul Biya qui allait gagner. Comprenez? C'était fait comme ça. Bon. Et j'ai posé une condition là, j'ai dit qu'on fasse un gouvernement d'union nationale. J'ai écrit ça. J'ai les écrits que je vais vous donner à temps portrait. Et on m'a dit que, d'accord, on va le faire. On va faire un gouvernement d'union nationale. Sauf que, quand je pars à la télé, parce que je vais vous donner la cassette là. Allez-y. Quand je pars à la télé, j'ai dit, comme tout est fait, que le président de la République va être reconduit. Mieux vaut que tous les partis politiques aillent autour de lui et qu'il fasse un gouvernement d'union nationale. C'était ça ma déclaration à la CRTV. Et j'étais face à Ibrahim Chérif. Alors, que dans le régime, il y a les gens qui ont très mal pris ça. Mais c'est plus tard qu'ils m'ont dit ça. Ils vont donc serrer là-bas à la présidence et à l'AT et on sort la nomination de Bapo. Vous vous demandez donc pourquoi? C'était ça la vérité, parce qu'ils n'ont pas accepté du tout cette histoire où j'amenais l'Union. Et j'ai écrit que le régime, on doit faire un gouvernement de technocrates. Et que ceux qui sont là, qu'on fasse un vrai conseil économique et social. On utilise les anciens ministres et quelques chercheurs et quelques intégrés dans le conseil économique et social. J'ai envoyé ces 2 lettres. C'est ça qui a valu tout ce que vous dites là. Les choses qui se font dans ce pays, parfois ce n'est pas là, c'est un petit truc comme ça là. Pas un petit truc, un truc comme ça là, que vous ne connaissez pas. C'est un détail, c'est le détail là qui a fait ça. Donc, mon soutien n'était pas un soutien idéologique. Ou de conviction. C'est pas ou de conviction, c'était un soutien, comment dire, c'est-à-dire... De circonstances. Exactement. C'était un soutien de circonstances parce que c'était déjà là. Et effectivement, il a passé. Alors, pour que les spectateurs soient au même niveau d'information, Dr Pierre Balaguel-Conte, votre problème s'éclate à partir du moment où vous avez déclaré à la télévision ce que vous avez eu à déclarer. Exactement. D'accord. Et je vais vous donner j'ai encore la bande. La bande là. Je vais vous donner ça. C'est quand j'ai déclaré comme ça qu'on nomme donc, et on peut bien mettre d'autres partis politiques là, mais c'est lui, c'est moi qu'on voulait débouter. Sauf que quand je les appelle, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il faut voir le ministre de l'Art et après il tourne comme ça là. Bon, regardez un type de mon âge, ils me font des choses comme ça. Et moi je connais l'amitié. Et je n'ai vécu que comme ça avec les amis. Je n'aime pas la malhonnêteté. Je suis de Makak. À Makak, on a le plus grand collège. Le collège évangélique de Bamba et le collège Sacré-Cœur. Mais curieusement, j'ai fait toutes mes études en Goumou et en Balmayo. Et quand vous voyez mon acte de mariage, c'est les gars de Mvouatemengue ici qui ont signé ça. Et par contre, je vous ai dit que ma grand-mère est nordiste. Ce qui est très rare dans nos milieux Bassa et tout ça. Et quand vous voyez mes amis, vous voyez toujours que j'étais là avec les... Là où je reste là, je suis seul. Là-bas, dans mon quartier, et il n'y a que les gens de l'Ouest là, et ils ont mis que c'est moi leur président. Quand je dis les gens, ce n'est pas que ne me prennent 500 personnes. Là-bas où j'avais, c'est des Bambés que je suis avec eux comme ça pendant 30 ans. Et les anglophones,
J'ai fréquenté à Londres, dans les grandes universités, j'ai fréquenté au Nigeria. Et donc, je suis avec ces gens-là. C'est pour ça que vous voyez avec un Toumasa tout le temps. Moi, je connais les amitiés, je sais que le Cameroun est un. Et quand je prenais cette décision, je me disais que nous sommes tous des Camerounais. On peut s'asseoir, on accepte que ça ne marche pas. On pousse notre pays. C'est pour ça que j'ai déclaré ça. Mais malheureusement, la politique est délicate. Ça m'a créé énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Bon, je regrette ça. Je ne sais pas le dire. Et lorsque vous avez fait part de cette vision circonstancielle à vos camarades de l'UPC à l'époque, est-ce qu'ils avaient accepté ou pas? Non, ils ont accepté. Quand ils disent, en réalité, moi je vais vous dire la vérité. Ce n'était pas ma conviction propre. On est parti dans une réunion. Il y avait Zoning qui se balade là avec les autres là maintenant. Il y avait tout. C'est eux qui m'ont même dit que compte tenu de cette situation, voilà la position qu'il faut prendre. Parce qu'ils connaissaient ma position déjà avec Korok, qui était un peu une position dure. C'est eux qui m'ont dit. Ils savent, s'ils regardent la télé, ils vont voir ça, parce qu'on va passer ça partout. C'est eux qui m'ont dit de faire ça. Et il y a eu même une commission. Et c'est la commission qui m'a demandé de prendre cette position. C'était ça. C'est simplement ça. Est-ce qu'on peut en dire que ça, déjà, de l'UPC à l'époque, ont fait preuve de défaillance? Est-ce que c'est les hommes ou l'organisation? On ne peut pas accuser qui dans ce contexte? Non, le problème, je continue à vous dire, c'est qu'on vit dans un contexte, c'est-à-dire le régime en place ne permet pas l'émulation politique. C'est qu'il faut être un résistant, comme nous autres, pour pouvoir faire la politique. Parce que quand il mourait, c'est moi qui étais le dernier. Personne n'était là, c'est moi, avec Bakinga, à l'hôpital. Mais avant, personne n'était là. Donc pendant les derniers jours, la seule personne qui était autorisée à être avec lui, c'est moi. Et il m'a dit que s'il revenait, rien ne sera plus comme avant, et qu'on l'a poignardé. Donc c'est pas moi. Il a dit que s'il se levait là, rien ne sera plus comme avant, mais qu'on l'a poignardé. Et il a pleuré. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il n'était pas là, il n'était pas là, c'est moi qui étais là. Et c'est moi à qui il voulait parler. Tout ce qui portait de ça, il n'était pas là. Donc, cet environnement est que on ne peut pas dire que quand on fait la politique, on enlève les sentiments. Ça, c'est la cruauté, c'est la méchanceté qu'ils sont en train de faire là. Vous ne pouvez pas faire que parce que vous avez des décrets, vous faites aux gens ce que vous voulez, vous froisser les gens, vous humilier les gens et tout, et tout, et tout. Et pendant des années et des années. Et je vais vous donner un exemple. C'est comme, ils savent, est-ce que vous croyez qu'ils ne savent pas que les autres médias peuvent contribuer à la démocratie? Pourquoi faire ce qu'ils font là? Vous n'êtes pas les Camerounais? Et c'est des choses, il ne faut pas parler. Quand vous dites comme ça, vous dites ah non, pourquoi vous dites comme ça et tout ça. Et tout ça, ça va changer, Bertrand. Ça va changer. Et ça doit changer. Même s'il faut que les gens comme nous, ils mettent leur sacrifice physique là-dedans, il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous êtes porté par une vision viscéralement humaniste. Vous mettez l'homme au centre de vos priorités. Est-ce que cette vision, c'est en train pour vous porter comme ça aujourd'hui à refaire la paix, si jamais vos détracteurs d'hier reviennent vers vous, comment ça, vous êtes prêts à refaire la paix avec eux et regarder dans la bonne direction? Mais absolument, vous croyez qu'on vote quelqu'un dans une élection d'un parti politique comme l'UPC? Peut-être que vous n'étiez pas là. On reportait ce qui s'est passé pendant les 3 jours là, on faisait les reportages. Quand les gens allaient voter, quand on me votait, c'est les policiers qui amenaient les gens vers l'urne. Les gendarmes étaient dans toute la cour et les militaires étaient sur la route. Le premier ministre est venu le matin voir. C'est dans ce contexte qu'on m'a voté. Et quand on vote quelqu'un comme ça, c'est qu'on l'a voté sur quelque chose. Et justement, l'un des aspects pour lesquels on m'a voté, c'est que je sais rassembler les gens et je ne suis pas rancunier. Ça ne passe même pas dans la tête, même tout ce que vous me faites. Parce que j'ai besoin de rien en réalité. Je suis un homme, je n'ai pas besoin de choses. Et je suis né comme ça.
Voilà, je peux aussi, pourquoi aujourd'hui, vous, de manière personnelle, vous n'avez pas, vous ne souhaitez pas postuler à la Majorité suprême au Cameroun pour véritablement changer les choses au Cameroun? Oui, parce que je vais vous dire, quand on m'a voté, j'ai dit qu'on ira dans toutes les élections. Mais la situation actuelle fait qu'on a fragilisé le parti. On a fragilisé le parti et les gens qu'on a en face, il vaut mieux être dans une coalition. Et lorsque vous êtes dans une coalition, parce que quand vous faites quelque chose dans la vie béton, il faut avoir un objectif. Si c'est l'objectif, c'est de se présenter comme candidat, je peux obtenir 30 millions. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire là-bas avec ma candidature. Mais est-ce que pour moi, ce n'est pas ça l'objectif? Si les gens de l'UPC que vous voyez vous dire qu'il faut une candidature de l'UPC, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une coalition pour changer. C'est ça, simplement. C'est ça qui me guide. C'est-à-dire que changeons d'abord et après on va voir. Et c'est quand on va changer que l'UPC aura même de l'espace pour faire sa politique. Mais maintenant, on vous empêche d'aller. Comment vous allez vous concentrer? Comment vous allez vous organiser? Merci beaucoup, Dr Balaguel-Cotte. Merci, Bertrand, pour cette deuxième partie. Et le docteur parlait tout à l'heure du fait d'évoluer avec un objectif. Et il estime qu'il faut bel et bien une coalition pour, n'est-ce pas, faire face à ce camp d'en face qui semble déjà avoir pensé à plusieurs stratégies, mécanismes pour également remporter l'élection présidentielle. Sauf que le docteur Balaguel-Cotte ne veut pas voir cela passer. C'est ce qui nous introduit tout de suite dans la troisième partie de cet entretien. Dr Balaguel-Cotte, vous êtes aujourd'hui le coordinateur d'une importante coalition portée par l'UPR et à l'intérieur, le bâtonnier maître Akere Mouna qui a été investi par le parti Univers du professeur Kouvando. Vous allez donc clairement nous définir la vision de cette alliance, de cette coalition et quel est visiblement son projet politique. Ce sera pour le dernier quart d'heure de cet entretien face à Julio Axel Diop. Julio, bonsoir une fois de plus, bienvenue. Bonsoir Romaric, l'occasion de dire finalement bonsoir au docteur Balaguel-Cotte. Allez-y. Docteur, Romaric l'a dit, vous êtes le coordonnateur, on peut le dire ainsi, de l'Union pour le changement aujourd'hui au Cameroun. Vous avez opté pour un choix d'alignement, vous avez expliqué pourquoi vous pensez qu'il faut aller dans une coalition. Pouvez-vous nous dire de manière brève ou succincte les objectifs derrière cette coalition-là? Bon, alors, je vais vous dire d'abord, parce qu'il y a des principes qu'il faut définir. Allez-y. Comment on a fait? Donc, c'est l'union pour la reconstruction. La reconstruction, tout à fait. L'union pour Il y la a, reconstruction. il y a la place ici, mais c'était pas. Bon, Pour la alors, reconstruction, tout à fait. et le principe, il y a deux grands principes qui nous dirigent. Sachez que quand l'union des populations entre quelque part, il y a toujours un brin d'histoire là-dedans. Oui. Vous n'êtes pas sans ignorer que si l'UPC ne posait pas le problème de réunification, les anglophones seraient des citoyens nigériens. Parce que dans d'autres pays où on n'a pas posé le problème, il n'y a pas eu de pays bilingues. Donc, c'est l'UPC qui pose le problème dans groupe. C'est pour cela que nous sommes démunis quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les nôtres. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous sommes entre les frères. Oui. Et quand vous voyez les nominations aussi, tout le temps on dit seulement directeur général, adjoint, on met un anglophone. Moi, je n'ai pas les gens comme ça. Et on a une guerre. Oui. Quand vous avez deux bras, quand vous avez utilisé la main gauche ou bien la main droite longtemps, si ça ne marche pas, changez de main. Nous avons un pays où nous avons la charge d'avoir deux systèmes. Et qu'en plus, même des systèmes anglophones dans le monde, on sait ce que c'est. Oui. Et puis, donc il faut maintenant, dans notre vision, je dis que ça c'est stratégique. On y arrive bon, tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour cela Là, qu'on vous a déclinez clairement les motivations derrière la création. les motivations. C'est justement ça. Dans les motivations, on dit que changeons, prenons un anglophone. Oui. Maintenant, l'anglophone qu'on voit, prenons un anglophone qui s'y connaît et qui aime le Cameroun. Oui. Quand vous trouvez quelqu'un qui passe toute sa vie à faire transparence internationale, quand vous voyez quelqu'un qui toute sa vie est là pour combattre la corruption, quand vous voyez quelqu'un qui a un certain âge, il peut acheter tout ce qu'il veut, parce que vous ne pouvez pas combattre la corruption, vous venez voler l'argent jusqu'au niveau où vous êtes. Et on s'est assis
moi le premier à leur proposer qu'on fasse un ticket. Oui. Un ticket des partis d'opposition, comme les gens veulent les positions. Oui. C'est ce qui a fait qu'à l'ATP, on ne s'est pas compris. Je leur ai dit de faire un ticket, mais on doit mettre une tête de liste. Mais une tête de liste, il faut quelqu'un de courageux et il faut quelqu'un qui a des accroches internationales. Oui. Oui. Et il faut quelqu'un, et il nous faut des moyens. C'est pour ça qu'on doit être dans la coalition. Oui. Donc, et la vision, c'est que la première chose que nous pensons. Peut-être les objectifs d'abord de cette donc, coalition créée, tout à fait. Hein? L'objectif de cette coalition créée. L'objectif de cette coalition créée, c'est que le régime s'y parte. Ouais. Vous comprenez? Il est clair comme ça là. Il faut que le régime parte. Et le régime, s'il ne peut pas partir en dehors d'une coalition, quelle que soit sa dimension, au moins. Parce que quand on passe par l'Afrique du Sud, les gens croient que c'est l'ANC qui a fait le travail, mais on va vous dire que l'ANC était coalisé avec 11 partis. En Afrique du Sud, il y avait une coalition de 11 partis. Oui. Et donc, quand vous coalisez avec l'UPC, ça veut dire que nous ne pouvons vous rejoindre que quand vous avez les objectifs nationalistes et panafricanistes. Oui. Et donc, quand il accepte ça, quand vous voyez Akeré Mouna, il est partout en Afrique. Conseiller de tel, conseiller de tel, conseiller de tel, ami de Tambo Beki et tout. Donc, il a une vision africaine. Et Akeré Mouna n'a pas une vision de s'enrichir. Et qu'est-ce qui fait le problème dans notre pays? J'ai souffert aujourd'hui en venant, je viens d'aider. Il y a ma cousine, on lui a volé hier sa carte d'identité, son sac, carte d'identité plus téléphone. Maintenant, elle rentre ce doigt-là, on l'attrape quelque part là. Elle a un choronco, comme on l'appelle, qu'on lui a donné ici pour la dépanner. Elle m'appelle pour me dire que on vient de me prendre 2000 ici parce que je n'ai pas la carte d'identité. Vous n'êtes pas en sécurité. On vous a volé, mais vous donnez 2000 parce que vous n'avez pas la carte d'identité comme que les bandits vous ont volé. Alors, donc la corruption fait que nous ne savons pas qui part dans quelle école. Oui. Vous êtes là, vous pouvez me dire que vous n'avez pas fait les concours. Moi, à l'époque, j'ai fait 2 concours. J'ai passé 2 concours. Oui. Je devais aller à l'Institut des statistiques, à l'agronomie, je n'ai pas fait le bac, j'ai fait un bac C. Mais je suis allé là-bas parce que ma grande soeur m'a dit que va là-bas comme tu as passé 2 concours. Donc j'ai passé, là où je sors, je n'avais personne. Mais vous aujourd'hui, même si tu as la tête, tu ne passes pas. Donc voilà les choses là qui font aujourd'hui que quand on revient sur ce que la première question que vous m'avez posée, et je vous ai dit qu'il faut le personnel, les ressources de qualité. Quand vous faites des choses comme ça, si on fait ça, maintenant il y a les marchés publics, il y a quelqu'un qui a combattu la corruption, ne serait-ce que ça. Si ces choses-là disparaissent maintenant, ça va disparaître. Quel est même Vos motivations restent essentiellement centrées sur la personne. Y a-t-il derrière la personne un projet politique qui vous a séduit? C'est ça que je vous ai dit. Je commence par la corruption. Voilà. Si je veux, voilà ce que nous voulons faire. Nous sommes âgés, pour la plupart là-dedans. On ne va pas faire seul. Oui. Mais pour la plupart, entre 60 et 80 ans. Oui. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on fait une transition de 4 à 5 ans. Transition de 4 à 5 ans. Transition de 4 à 5 ans. Oui. Dans cette transition, on change le code électoral. Parce qu'on veut que celui qui sera voté après nous soit voté dans les bonnes conditions de démocratie. Un changement ou une révision? Donc il faut réviser le code électoral, même changer, on va dire ça. Maintenant, même les corps qui gèrent les élections, on fait la réforme. Maintenant, on revient maintenant sur la forme de l'État. Naturellement. Et on dit que on est dans le fédéralisme à 2, 4 ou 3 États. Plus concrètement? Plus concrètement, on est dans quoi? Nous sommes dans une coalition de 4 à 2 États qu'on va soumettre à un référendum. Oui. C'est les gens qui vont... Moi, je vais vous donner... Faites-nous justement visualiser. Oui, je vais vous donner, par exemple, si vous faites un État au Grand Nord, oui. Vous faites par exemple un État Est-Centre-Sud. Oui. Vous faites un État peut-être littoral ouest. Oui. Ou bien même
littoral sud-ouest. Oui. Et ouest, nord-ouest. Oui. Ou bien nord-ouest. Vous êtes déjà dans 4 États. Pourvu que les gens qui gèrent cet État soient des gens qui sont votés. Oui. Oui. Mais les gens proposent encore qu'on fasse la fédération de 10 États, parce que le Niger a part de 15 États à 34 États. Oui. Donc ils proposent qu'on fasse la fédération de 10 États. Qui ne tiennent que sur les points cardinaux. Oui, comme on est actuellement. Mais sauf que ce qui est derrière ça, c'est que la gestion de l'argent public doit être décentralisée. Oui. Et les gens qui gèrent doivent être des gens votés. Oui. Voilà le premier cas. Je vous parler de la corruption. Je vous parler maintenant de la réforme des institutions. Tout à fait. Maintenant, sur le point technique, oui. Il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a l'habitat et tout ça. Je vais vous prendre un petit exemple. Allons-y. Qui fait de moi, parce que j'ai fait des études en écologie. Lorsque vous êtes dans un pays et un monsieur vient ici à Yaoundé, il achète 3000 mètres carrés de terrain seul. Oui. Vous êtes en train de pousser la ville. Moi, mes bureaux sont aussi à Noumaïos. Vous êtes en train de pousser la ville, vous allez pousser la ville jusqu'à Ngoumou. Et il y aura le climat qui va changer, il y a les choses qui vont... Mais on n'a pas créé les hommes, la terre pour les hommes. Quand on dit terre des hommes, ce n'est pas vrai. On a créé la terre et pour les animaux, et pour les insectes, et pour les végétaux. Quand vous coupez tout ça, donc ce qu'il faut maintenant, c'est faire la réforme de l'habitat. Mettez les gens dans les étages, ils habitent en haut. La verticalité des villes. Voilà, pour que vous ne continuiez pas de manière horizontale à pousser les villes et à éliminer les animaux, à éliminer tout. Il y a cette vision de la chose. Et d'ailleurs, quand les gens sont concentrés, vous pouvez leur fournir l'électricité et l'eau plus facilement. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, on a cette vision de la chose. Et cette vision de la méritocratie. On n'a pas dit que quand tu es moyen, tu ne dois pas travailler. Oui. Mais tu travailles là où Dieu t'a donné la possibilité. Au niveau moyen. Au niveau moyen. Tu es même content de ça. Parce qu'on encombre les gens. Quelqu'un n'est pas né smart, comme on dit. Vous l'encombrez avec un poste. Il s'emboule. Quand il commence à prendre l'argent, vous commencez à dire que pourquoi? Parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Il ne sait pas faire plus que ça. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Pour l'école, en réalité, l'éducation, tout à fait. Pour l'éducation, quand j'étais au grand dialogue, j'étais dans le système éducatif. Il faut harmoniser ça. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est les francophones qui vont dans les écoles anglophones. Ça se vérifie d'ailleurs. Pas le contraire. C'est vrai. Voilà. Donc, on a des tas de choses à faire. Donc, quand on aura fait le code électoral, on aura fait la réforme des institutionnels, on donne maintenant un plan de base de l'évolution de l'agriculture et en appuyant sur l'import-substitution. Si vous regardez, j'ai commencé à parler de ça en 2017 et j'ai parlé avec le ministère des Finances pendant 2 heures du temps de l'import-substitution qu'il faut qu'on commence à fabriquer les choses. Moi, j'ai mon projet. Si vous venez un jour, je vais vous dire, vous allez faire le reportage. J'ai fabriqué, au lieu d'utiliser les avions pour pulvériser, j'ai fabriqué les choses moi-même. Et j'ai toujours avec les pirogues. Et j'ai fait ça. Alors, docteur, vous articulez, vous semblez articuler votre projet, le projet de l'UPR autour des valeurs bien claires. Premièrement, la qualité de la ressource, vous l'avez si bien dit, la refonte du code électoral, la refonte des institutions. Vous parlez également d'une politique d'urbanisation bien assez élaborée. Vous prenez la verticalité des villes, c'est bien connu. Sur le plan éducatif, vous demandez qu'on mette en avant le système anglophone parce que l'inverse... On essaie de rééquilibrer, tout à fait. Mais comment, justement? C'est une question à laquelle la réponse est souvent un petit peu fluide. On avait même fait ça déjà. Parce que vous avez été dans la commission de l'éducation. J'étais dans la commission, on avait fait ça. Sauf qu'on a dit que les ministres là, ils doivent nous convoquer pour qu'on fasse comment on appelle ça, un atelier général, les assises générales de l'éducation au Cameroun n'ont jamais fait ça, parce qu'on dit que le propriétaire fait entrer l'argent au pays, on doit machin. Il y a des valeurs sur lesquelles vraiment vous êtes étonné que les gens vous amènent des arguments comme ça. Dites-nous les choses telles qu'elles sont, docteur. Oui, parce que donc il faut qu'on harmonise le système. Il y a 3 diplômes là-bas, 2 diplômes ici. On ne comprend pas de quoi il s'agit. Et que là-dedans, c'est très grave. Quand vous êtes dans un pays, vous dites qu'un DG a 20 millions de francs par mois, ou 15 millions. Et que moi, l'école primaire de chez moi, quand j'étais à l'école primaire, on avait 3 mètres. Aujourd'hui, il y a un seul. Oui.
Quelqu'un a 20 millions. Si on coupe même 15 millions, ça fait 150 personnes qui ont 100 000 francs. Par mois, 150 personnes. Une personne qui a 20 millions. Toi, tu me donnes ça, je ne prends pas. C'est vrai. Je peux prendre l'argent comme ça. Et donc c'est des choses comme ça là. Et vous venez, les gens là vont venir faire les mêmes CEP. Avec les gens qui ont 2 mètres en classe. Vous êtes même dans quel pays? Regardez, et moi je suis là, il y a des collèges ici là, des lycées. On te dit que dans un lycée, il n'y a pas le prof d'anglais pendant 2 ans. Mais il y a des choses ici dans ces pays que vous ne pouvez pas comprendre. Et ils viennent faire les mêmes probatoires et les mêmes bacs avec les gens ici. Vous croyez qu'on fait comme ça? Si nous, on nous faisait comme ça, on ne serait rien. On fait comment concrètement? Mais, je vous dis par exemple, comment quelqu'un peut accepter qu'il a 15 millions de francs de salaire dans un pays comme le Cameroun chaque mois? Et alors que les 10 millions, là, si reste même avec 5, c'est beaucoup. Les 10 millions, là, on va prendre 100 personnes. Et ils sont comme ça combien? Et après, comme ça, on va affecter les maîtres là-bas. Et il y a des choses là. Moi, je travaille avec le ministère de la Santé beaucoup. Et puis, ma femme travaille au CHU. Tu parles là-bas, elle a été malade, je suis parti là-bas. J'ai vu les enfants travailler. J'ai travaillé dans certains hôpitaux. Il y a des enfants qui travaillent là-bas. C'est des stagiaires et tout et tout. Même l'argent des taxis. Vraiment, ils profitent comme ça dans les hôpitaux. Les gens travaillent, parfois on vient, on prend les temporaires, les machins. On fait les gens pourquoi? Et on te dit seulement qu'il n'y a pas d'effectif. Et donc ces choses-là, c'est des petites choses qu'il faut voir. Alors, docteur, dans le projet politique de l'Union pour la reconstruction, quelle est la place que la coalition accorde à la jeunesse d'abord, qui fait face à un problème de chômage criard, et à la femme, qui sont parfois marginalisées dans la répartition des postes disponibles? Moi, je vais vous dire ce que nous voulons à terme, parce que nous ne sommes pas arrivés là. Oui. C'est que lorsque pendant les 4 ans, on sera en train de former la jeunesse. Oui. Mais la jeunesse ne peut pas aller maintenant affronter un système avec des règles démocratiques tronquées. Vous n'allez pas vous en sortir. Et maintenant, pour réformer ce système, il faut les gens qui ont été là-dedans. Moi, j'ai été de chef de bureau jusqu'à inspecteur. Oui. Et j'ai travaillé dans le parapublic, j'ai travaillé dans les chambres consulaires et j'ai travaillé aux Nations Unies. Oui. Donc, je connais quand même un peu le système. Si nous avons la volonté, nous sommes comme ça, nous avons la volonté de vous tirer de l'épingle, de balayer la maison, et vous venez maintenant, on prend un jeune, on le met président de l'agriculture, il va trouver que voilà en agriculture pour que les gens mangent, voilà ce qu'on doit faire. Parce que je travaille à la FAO, je sais comment ils font les politiques. Si vous le perdez maintenant, vous aurez des problèmes. Parce que la jeunesse, c'est pas ça. Vous avez vraiment, excusez-moi de dire ça, la France, là, on commence encore à faire revenir les gens d'un certain âge au premier ministère de Sud, là, parce qu'à un certain moment, il faut cette espérance-là. Donc, vous me parlez de la jeunesse, tout ce qu'on dit là, quand on parle de la réforme de l'école, que les gens doivent diminuer le chômage, parce que dès que la corruption diminue, les emplois vont. Par quel mécanisme concrètement? C'est comme ça, et ce que nous voulons d'une jeunesse, c'est une jeunesse qui travaille et qu'on doit rémunérer. Si vous dites que on prend, je parle de votre cas, allons-y. L'argent que nous donnons, les impôts de la taxe audiovisuelle, la redevance. La redevance audiovisuelle. Mais regardez les médias qui sont là. Faites en sorte que les gens vivent ailleurs. Parce que le problème d'ici, c'est l'égoïsme. Vous ne pouvez pas voir les Camerounais qui sont là, à longueur de journée, travaillent peut-être mieux que vous. Vous avez l'argent plus que... Pourquoi on fait ça? Donc c'est notre travail maintenant, c'est de casser tout ce système-là. C'est de casser ce système-là. Et je ne sais pas combien de temps on a encore. Si, dans l'avenir, on a mis notre coalition en place. Nous savons que les élections aussi, il y a souvent des tricheries. Moi, j'ai été victime de ça. S'il continue la tricherie, l'UPC va revenir l'UPC de 52. C'est-à-dire quoi? Mais c'est une UPC de révolution. Radicaliste? Oui, des révolutions. Un type comme moi j'ai 69 ans. La terre, c'est un endroit bien à vivre, il y a les belles choses à manger et tout, et tout, et tout. Mais à un certain moment, il faut savoir qu'il y a un certain temps où il faut faire des sacrifices.
on ne peut pas laisser, après les 2025, là, le pays. Je vous dis ça ici dans votre télé. Si nos autres relations disparaissent, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas laisser des gens continuer. Si en 2026, on a le même système là, vous serez quoi? Mais le Cameroun passera par une élection, docteur. Mais j'ai dit que, c'est ce que je dis, on parlait des élections. Et vous, les journalistes, je suis en train de vous dire que, comme ils font ce qu'ils font souvent, s'ils font ça cette fois-ci, ça sera autre chose. Dites-nous la stratégie que vous... Et je ne peux même pas vous dire la stratégie. J'ai dit que l'UPC sera l'UPC qui doit sortir le Cameroun, une fois de plus, de la colonisation. Alors, docteur, on n'ira pas davantage au fond de ces déclarations-là. Permettez-moi de poser une autre question. Comment, vous dites que vous ne voulez pas les stratégies, mais que faites-vous concrètement au sein de l'UPR pour convaincre cette masse encore énorme des jeunes indécis et de certaines femmes, elles s'intéressent moins à moins à la politique? Oui. Quelles sont les stratégies développées chez vous à l'UPR? Les stratégies, c'est que... Pour convaincre ces indécis-là. En réalité, pour vous dire la vérité, on était encore en train de reconstruire. Oui. Reconstruire pour amener le maximum de gens à comprendre notre politique de transition. La nécessité de la transition. Parce que retenez que c'est la transition. Oui. C'est-à-dire, on vient là-bas pour quitter. Oui. Et maintenant, le Cameroun sera donc un pays où quelqu'un vient, il fait 5 ans ou 10 ans, il quitte. Vous comprenez? Donc, pour le moment, on est en train de continuer ça. Mais entre-temps, moi, je sors des DA. J'étais parlé aux femmes, le bien fondé, la question que Bertrand m'a posée tout à l'heure, il disait que pourquoi on n'a pas notre propre candidat. Elles savaient que oui, c'est la vérité, on a un objectif. Il faut un candidat qui puisse remplir cet objectif. Donc, on a un plan. Pas d'éducation de masse, on va pénétrer la masse. Vous savez que l'UPC sait faire ça. Ce n'est que ça que l'UPC a fait. Depuis sa création en 1948, on va aller vers les masses. Ce que nous voulons, c'est que les gens s'engagent à donner les résultats qui vont sortir dans les urnes. Et ce n'est que ça. C'est vice-versa également. Peut-être qu'il faudrait, au moment venu, que vous soyez capable aussi, au sein de l'UPR, d'accepter les résultats, même s'ils sont contre vous. Bien sûr. Bien sûr, sinon c'est que vous ne faites pas la politique. Mais pour le moment, on sait qu'il y a cette tendance d'attribuer les chiffres, les pourcentages aux partis qui font la compétition. C'est pas bien. Parce que moi j'ai été tout le temps président des commissions, même là où vous avez votre fief, on vient manipuler les résultats là-bas. C'est ça, on n'accepte pas pourquoi. Mais dans le cas pareil, dans la situation actuelle, vous-même, vous devez savoir que ici, là, les gens réclament le changement. Si le résultat vient, si c'est le contraire de tout ce que les gens disent partout là, ça veut dire que vous avez triché. Docteur, j'insiste encore sur cette question. La place de la femme dans votre projet, vous savez que les femmes, ça c'est un secret de polichinelle, sont assez marginalisées aujourd'hui. Quand il faut accéder au poste de responsabilité, vous, en tant que citoyen camerounais, leader de formation politique, coordonnateur de l'UPR, comment percevez-vous une telle injustice? Vous savez que l'UPC avait l'Union démocratique des femmes. C'est les femmes que j'étais rencontrées à aider tout à l'heure. Je suis venu vite dedans. Donc, on connaît en réalité ce que les femmes veulent. Mais il ne faut pas... L'affaire des femmes, il faut faire attention avec ça. Moi, ma femme travaille au CHU. Et la majorité des infirmières de CHU et des gens qui travaillent au laboratoire, ce sont les femmes. Oui. Sont majoritaires. Dans l'enseignement, la majorité à l'école primaire sont les femmes. Et dites-vous bien, c'est un privilège pour les femmes. Parce que quand vous enseignez, et les fils des enseignants sont toujours, et les fils des gens qui travaillent dans les hôpitaux sont toujours bien encadrés du point de vue de la santé. Il ne faut pas croire que le fait d'avoir les gens qui sont les directeurs généraux dans les banques font qu'en réalité, c'est eux qui vont faire les meilleurs enfants. Mais non, ces femmes-là, le fait qu'elles ont travaillé dans les hôpitaux, dans l'enseignement, ils ont fait des familles mieux et parfaites, plus que ceux qui ont eu ces responsabilités.
Et il faut faire attention avec les gens là. Il faut qu'elles comprennent ça à un certain moment. Parce que vous, maintenant, si vous allez au jardin d'enfants enseignants, on ne va pas vous prendre. C'est difficile. Il n'y a pas les hommes là-bas. Mais les femmes qui travaillent, et regardez les enfants des maîtresses, vous allez me dire. Et donc, elles ont profité sur... Assez rangé parfois. Ben, bien sûr. Il ne faut pas qu'elles ignorent, qu'elles mettent ce camp. Il ne faut pas seulement regarder les postes de responsabilité. Alors, docteur, je m'en voudrais peut-être Bertrand rebondir avec une question. Je vais poser une question rapidement au docteur Balaguer. Est-ce que vous ne serez pas, du moins de la vie de ceux qui nous regardent ce soir, peut-être en train d'avoir un procès d'intention vis-à-vis du régime? Vous estimez que tous les Camerounais souhaitent au changement, donc s'ils gagnent, ça veut dire qu'ils ont véritablement triché. Alors que la démocratie a ses normes. Il faut aller aux urnes, voter et avoir le résultat, la sincérité des urnes. Le RDPC aussi a ses militants. Le RDPC aussi, dit-on, c'est un parti État, caporalise quand même l'étendue du territoire national parce qu'ils ont des scrutateurs partout. Est-ce que c'est impossible que le RDPC gagne légitimement dans ce pays? Maintenant, je vais te répondre. Oui. Ce qui me fait, j'ai une suspicion sérieuse vis-à-vis de RDPC. Quand les gens n'acceptent pas déjà les décisions de justice, vous croyez qu'ils peuvent être honnêtes pour aller gagner honnêtement? Parce que si la justice te dit que ne fais pas ça, la justice, leur justice là, même le Conseil constitutionnel, dans mon cas, c'est pour ça que je ne comprends pas, je ne peux pas leur faire confiance. Est-ce qu'aujourd'hui l'UPR est en capacité de mobiliser les scrutateurs dans tous les bureaux de vote du Cameroun à l'heure où c'est ce que nous allons voir et nous attelons pour ça. Et il m'a posé la question. Lorsqu'on aura les scrutateurs partout, et si on est battu, on va accepter. Je voudrais sortir une autre question. Vous allez aujourd'hui compétir en décembre prochain. Tout le monde s'accorde pour dire que le code électoral est convocable, que le code est cadenassé, caporalisé par le régime en place. Mais vous y allez tout de même. Tout le monde sait que si vous allez à ce code, vous êtes quasiment, comme on nous dit, parti perdant. Malgré ça, vous allez et vous dites que si Pigan, ils auront on ne peut pas dire ça. Mais moi, depuis que je suis avec vous là, moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a un code électoral qui est mauvais. Oui, et mais on ne peut pas dire que chaque fois que le code est mauvais, on ne peut pas gagner. Vous comprenez? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le code électoral est mauvais. Mais sa révision est un objectif pour vous. C'est un objectif pour nous. C'est pour cela qu'on veut gagner pour réviser ce code électoral. Et le simplifier parce que je viens de dire là pour dire que oh non, si gagne on va faire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je les connais. Vous êtes un journaliste et moi je suis un homme politique. Je connais ce qu'ils font. Et je leur dis, même devant vous, si vous continuez à faire ça, ce n'est pas bien, parce que même là où ils gagnent les élections, ils continuent à bourrer les urnes pour gagner plus. Qu'est-ce qu'ils font, docteur Balaguer? C'est que, allez ici, là, moi j'avais, ma femme était, non, elle était candidate ici en 96, ici là, à Yaoundé 4. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent bourrer les urnes. On n'avait pas, l'année là, ils pouvaient même échouer les élections, c'est à Yaoundé. Ils ont bourré ça, et ils arrachent. Allez demander au professeur Nkumbodo. Il va vous dire ce qui s'est passé au présidentiel à Yaoundé. Peut-être qu'il vous a dit ça. Donc, c'est des choses là, quand on parlait des choses, ce n'est pas pour nous, malheureusement, parce que nous passons. Quelle est mon espérance de vie encore? Bientôt, je vais partir. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on arrange les choses. On ne dit pas ça parce que ce sont les Camerounais. Hein. Moi, et il y a dans le RDPC, les gens qui sont très bien. Je peux vous citer des noms des ministres comme Moutazé. C'est des gars qui, quand vous parlez avec lui, vous sentez qu'il veut que le Cameroun avance. Même si vous parlez avec Ouna, vous allez sentir que c'est quelqu'un qui est un politicien. Et quand tu lui dis qu'en face, que vous faites souvent certaines choses, parfois, bon, on rit en parlant de ça. donc ne croyez pas que je n'ai pas de problème avec ces gens-là. Mais les méthodes qui font que la démocratie ne soit pas effective au Cameroun, on va les combattre, même aux puissants. Alors, docteur, je vous pose peut-être une avant-dernière question. Elle sort légèrement de votre projet politique, la vision. La crise anglophone, quelle solution pour endiguer celle-ci définitivement? Alors, la crise anglophone, l'une des solutions, c'est même qu'un anglophone devienne aussi président de la République. Oui, parce qu'un pays ne finit pas en 4 ans ou 5 ans.
Pourquoi ne pas lâcher ça? Si ça peut nous rétablir le machin, c'est en 5 ans, le Cameroun ne va pas finir. Bientôt, les 5 ans vont finir. Quand on faisait ça en 2018, n'est-ce pas, on est à l'enfer. Si quelqu'un vient là en 5 ans ou 4 ans, il est en anglophone et le problème là, on peut arranger ça. Et moi, j'ai écrit. Et on m'a répondu, mais il y a des choses que je ne peux même pas vous raconter ici. J'ai écrit, parce que moi, j'avais des gens en bourse. Mes présidents des comités de base, et machin, ils étaient en bourse, des amis qui me téléphonaient, machin, tout. À un moment, bon, je leur ai dit que ce n'est pas comme ça. Alors, il y a un programme de réinsertion là-bas. Il y a cette capacité de mettre les gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement toujours mettre les gens pour résoudre les problèmes. À un certain moment, quand vous ne pouvez pas, dites à votre frère que aidez-moi à résoudre le problème là. Alors, docteur, si vous deviez vous adresser ce soir au Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle de 2025, que leur diriez-vous? Je dirais aux Camerounais qu'à un certain moment, ce n'est pas bien d'avoir la même chose tout le temps. Il faut changer. Et que changer, ça ne veut pas dire que ces gens-là, vraiment, sont nos ennemis. Nous sommes tous des Camerounais. Quand on change, si l'équipe qui vient là ne fait pas bien, leur équipe revient encore. Mais il y a l'autre qui est revenu président là au Brésil, l'autre aussi aux États-Unis. Donc à un certain moment, il faut qu'on fasse ce que vous appelez, vous les journalistes, c'est le jeu politique. Il faut que les gens acceptent que ceux qui sont au pouvoir et que vous, tous les Camerounais, acceptez de changer quelque chose pour voir une autre manière de faire. Et c'est plus, si c'est l'autre manière que vous allez encore revenir sur ça, mais changeons d'abord, on verra. Donc les Camerounais doivent changer, c'est que de se plaindre tout le temps. Il faut aussi voir une autre manière de faire. Si vous buvez une bière, vous dites que ce n'est pas bien changé, puis il y a l'autre marque. Peut-être une petite question pour sortir, hein, ça c'est une question personnelle. Vous avez le sentiment que les Camerounais ont peur du changement, docteur? Non, je n'ai pas l'impression qu'ils ont peur du changement. Si qu'est-ce qui ne change pas dans la vie? Est-ce que vous êtes comme mon fils, mais même vous ne pouvez plus aller entrer en 6e. Si vous partez là, vous dites que vous entrez en 6e, les gens vont commencer à rire de vous. Donc nous tous on change, on vieillit, c'est ça, il faut apprendre à respecter le changement, parce que c'est l'humanité et même tous les êtres vivants doivent changer et chaque société doit changer. Docteur Balaguer-Côte, merci. Merci aussi à vous, Julien Arsène Diop, docteur. Merci pour cette troisième partie. Ça fait 90 minutes consommées avec beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de messages justement sur notre page Facebook. Je vais vous lire quelques-uns à la réalité. Peut-être vous allez apporter quelques éléments de réponse. Si vous en avez convenance, Prince Épier et Dédé, bonsoir à vous sur le plateau. Je regarde avec vous et je suis avec vous. Bonsoir également à vous, Prince. Nous sommes heureux d'écouter la vraie histoire du Cameroun. C'est un Camerounais effectivement qui écrit. Aliou Sahabo, il dit 2025, c'est aussi avec l'OMP. SC, le mouvement patriotique du salut pour le Cameroun, Aboubakar Sidiki. Est-ce que nous pouvons faire avec vous? C'est une question posée par un Camerounais. Ouvrez largement vos oreilles et retenez la vérité au grand jour afin que nul n'en ignore. Bravo à monsieur le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, l'élu, l'incontesté par les vrais UPCistes. À cette allure, les ennemis de la vérité ne peuvent s'empêcher de te combattre. Bravo, monsieur le secrétaire général. Bonsoir à vous sur le panel. Je rejoins Aliou Sarabo, puisque le secrétaire général parle de l'Alliance. Est-ce que le MPSC vous a approché? Est-ce que vous pouvez faire avec ce parti politique? C'est une question posée. Vous pouvez m'interrompre si jamais vous voulez apporter. Non, on peut faire avec ces partis. C'est même ça notre objectif aussi. Mais dans une autre démarche, je voudrais dire. C'est ça la démarche. Faire avec l'ensemble des formations politiques. D'accord. Bon, bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment bravo pour cette émission. Monsieur le secrétaire général de l'UPC, on ressent la vérité dans votre façon de vous exprimer. Vraiment bravo, que les ennemis vont justement voir ailleurs. Merci encore pour cette autre révélation. Bonsoir à vous sur le plateau. On avait des questionnements autour de cette exclusion de l'UPC. Vous nous avez apporté vraiment des informations là-dessus. Merci pour cette belle émission. Il y a beaucoup de messages, docteur Pierre Balaguer-Côte.
certainement, vous allez avec votre cellule de communication essayer d'apporter quelques réponses en les parcourant. Nous ne pouvons que vous dire grandement merci, Dr Pierre Balaguel-Cotte, pour avoir été des nôtres pendant 90 minutes. Merci également à tous les téléspectateurs qui ont accepté de partager ces moments de télévision de très pur bonheur. Vous étiez écoutés à travers la radio, la 92.2 FM, notre page Facebook, YouTube également. Merci à toutes et à tous. Julien Arcel, merci d'être passé par ici. Merci beaucoup, Romaric. Merci aussi pour le docteur parce qu'il a quand même pris le risque de prendre la route, une route mauvaise. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça valait la peine justement de les rappeler. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés à travers nos pages Facebook. À dimanche prochain, nous allons accueillir encore un autre invité justement pour partager avec nous sa vision politique, ce qu'il estime et pense de notre pays, le Cameroun. Mesdames, Messieurs, Steve Sezengounou a donc assuré la réalisation de cette importante édition du genre de ce dimanche. Moïse Moses, notre ingénieur son maison, on remercie Franck Sanga pour sa dextérité dans le cadre justement de l'utilisation de ces 4 caméras braquées ici sur nous en studio 1 Horizon 3 Télévision. Merci à Arène Christelle Tigniem qui également ne dort pas. Elle se donne à fond pour que ce programme connaisse une réussite particulière. Merci au grand Manitou, l'honorable François Biba pour sa supervision générale. Le rendez-vous, mesdames, messieurs, c'est pour dimanche prochain. À dimanche et bon début de semaine à toutes et à tous.